suis donc avec Edmond. Bonsoir. Bonsoir Edmond, avec Théo. Bonsoir. Bonsoir. Pascal. Bonsoir. Et Gérard. Bonsoir. Alors, Edmond, tu faisais partie de l'équipe qui a un petit peu ouvert le bal pour ce musée. Petit musée, oui. Du coup, comment c'est parti un petit peu cette histoire de musée? Jean a récupéré beaucoup de... Donc Jean, c'est Jean Le Taille. Oui, oui. C'est le propriétaire, et dans son étable, après qu'il a été en retraite, il a monté un musée. Parce qu'il y avait un musée déjà à la commune, à la mairie. D'accord. Mais comme il n'était plus maire, après il a été obligé de faire son musée ici. Tout ramener les objets ici. D'accord. Et donc c'est les musées qui figurent dans les objets qui figurent dans le musée ici sont des objets issus de ce qu'on a retrouvé dans les champs, les campagnes. Oui, une partie, oui. Oui, puis bon, il y a beaucoup qui ont emmené des objets, puis que le taille qui recherchait aussi. Puis après, on a des détecteurs, tout ça, pour trouver des pièces de char dans les champs. Et cette histoire de récupération des objets, elle a débuté quand? Ça fait un petit temps, non, maintenant? Ah oui, c'est... Oui, au moment qu'on a fait les monuments, déjà en 80, on était déjà initiés à récupérer du matériel. D'accord. Et du coup, la construction du musée, ça a été fait par la communauté de communes, c'est ça? Donc du Sud-Arageois à l'époque. Les Australiens qui ont financé pour la construction. D'accord. Donc à côté de toi, il y a également un autre passionné, Théo. Bonjour. Tu es en service civique à la communauté de communes du Sud-Artois. C'est ça. Comment tu es arrivé un petit peu à cette passion? Cette passion m'est venue depuis tout petit. J'ai traîné dans le militaire depuis que je suis gamin. Mon père était militaire à l'ABA 103 de l'armée, ABA 103 de Cambrai, pardon. Et du coup, j'ai toujours traîné dans le bain militaire, quoi. Donc, ça m'est venu cette passion un peu pas par hasard. Bon, si un petit peu par hasard. Par exemple, je me rappelle quand j'étais petit, quand j'allais à la chasse avec mon père, je regardais plus à chercher des objets dans les champs qu'à regarder le gibier. Donc voilà quoi, et je continue toujours de nos jours, quoi. Et tu fais également des reconstitutions? C'est ça, des reconstitutions historiques partout en France. Tous les ans, je vais en Normandie pour faire de la reconstitution historique 39-45, en américain et aussi en allemand. Et on en a parlé un petit peu tout à l'heure, tu souhaiterais ajouter un troisième costume à ton... C'est ça, un troisième uniforme, un uniforme australien de la Première Guerre mondiale. Et donc tu as été influencé un petit peu par le musée? Oui, c'est ça. En voyant l'uniforme dans les vitrines, je me suis dit pourquoi pas sur moi pour présenter au plus grand monde, puisqu'il y a plus de personnes qui viennent quand même pendant les rassemblements que dans le musée, malheureusement. D'accord. Tu es à la communauté de communes dans le cadre d'un service civique, grâce à la mission locale en Pays d'Artois. Oui. Comment ça s'est fait un petit peu ce service civique ici au musée de Bullecourt? Par hasard, je suis venu au musée de Bullecourt je suis venu au musée pour le visiter. Et j'ai demandé à la fin à Aurélie, qui travaille ici, s'il ne cherchait pas quelqu'un. Et ça s'est fait que, me voilà aujourd'hui, je travaille ici. D'accord. Bon, très bien, donc une belle rencontre. Ah oui, très belle rencontre. Je me retourne vers toi, Pascal. Du coup, toi, tu travailles à la carrière Wellington. Oui. Donc, tu es également passionné de la Première Guerre mondiale. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la place de l'Artois dans cette Première Guerre, et notamment du Sud-Artois et de Bullecourt précisément? Donc, c'est vrai que quand on ouvre un livre d'histoire et programme de 3e par exemple ou de CM2, on va parler que de Verdun par exemple, il faut une bataille symbolique. Mais quand on regarde tout autour d'Arras, au nord ou au sud comme ici, on se rend compte qu'il y a énormément de cimetières, et notamment les plus grands cimetières français, plus grands cimetières allemands, les cimetières britanniques de grande taille, ce qui explique qu'il y a eu, on comprend qu'il y a eu beaucoup de combats ici, qui ont été un petit peu oubliés, mais justement grâce au centenaire, on redécouvre tout cela, et surtout on peut s'appuyer sur des musées, des structures comme celle-ci. Et on voit aussi cette multitude de nationalités qui se sont croisées ici, en partant du Canadien là-bas à Vimy au nord, et en passant au sud, voilà, l'Australien ici à Bullecourt.
Et est-ce que tu peux nous décrire un petit peu à quoi ressemblait le paysage il y a 100 ans, presque à la fin de la guerre, il y a 100 ans? Donc en 1917, le village était encore quasiment intact puisque les combats de 1914 sont passés très rapidement ici. On est plus proche d'Arras par exemple et malheureusement ce village va être englobé dans ce qui va être préparé par les Allemands fin 1916, début 1917, ce qu'on appelle la ligne Hindenburg. Donc ça va être vraiment une position fortifiée ici, un point fort dans cette ligne Hindenburg. Et lors de la bataille d'Arras qui commence le 9 avril 1917, les Britanniques vont lancer une grande offensive et on s'occupe aussi du secteur sud qui normalement ne faisait pas partie des objectifs. Mais au sud d'Arras, on a un général qui est assez ambitieux, qui s'appelle le général Gau, et qui veut lancer ses troupes de la 5e armée, notamment les Australiens. Mais on n'a pas eu le temps d'amener l'artillerie, parce que c'est une retraite des Allemands sur cette ligne d'Hindenburg début 1917. C'est pour ça que ce village est quasiment intact. Et on n'a pas le temps d'amener l'artillerie qui, normalement, doit préparer le terrain pour les soldats, écraser les barbelés, détruire les positions, les lignes mitrailleuses, par exemple. Donc Gau cherche une solution et il tend l'oreille à un jeune officier tankiste qui s'occupe des tanks et voilà, on va affréter une douzaine de tanks ici pour, si possible, faciliter le passage pour les soldats. Et à partir du 11 avril 1917, là par contre le village va être détruit, surtout le mois suivant, lors de la seconde bataille de Bullecourt, le 3 mai. Lorsqu'on voit les photos ici, c'est extrêmement bien présenté. On voit l'évolution de destruction. On voit très bien le village le 11 avril 1917. Par contre, 15 mai 1917, on ne voit plus que des cratères d'obus. Tout est détruit, tout est ravagé, on ne voit même plus les rues, on ne voit plus rien en fait. Et donc ces tanks qui devaient, lors de la première bataille de Bullecourt, être une surprise pour les Allemands, n'en sont finalement pas une? Non, malheureusement, puisque déjà ils ont été utilisés quelques mois plus tôt, quasiment un an plus tôt, en 1916 lors de la bataille de la Somme, et passé l'effet de surprise, les Allemands vont se ressaisir et ils vont utiliser l'armement dont ils disposent. Donc tu me disais tout à l'heure les mitrailleuses Maxim qui vont percer le blindage. Des fusils anti-chars qu'on peut découvrir ici dans cette collection de ce musée, et aussi les canons de 77 à tir tendu. C'est un carnage. Et comme tu disais aussi, tu peux le redire, c'était des tanks d'entraînement. Voilà, c'était des tanks d'entraînement, donc niveau blindage n'était pas vraiment fait pour arrêter des balles, quoi. Puis faire du 4 km/h sur un champ de bataille, c'est un peu du tir au pigeon pour lui qui tire, quoi. Exactement. Lui qui défend, quoi. Et malheureusement aussi pour ces Australiens, c'est que le 11 avril 1917, c'est pas comme maintenant, il y a 101 ans, c'était vraiment un temps exécrable, de la pluie, de la neige mélangée, donc terrain vraiment défavorable pour ces combats. Et pourtant, on va envoyer ces jeunes Australiens, excusez-moi, et ils vont quand même réussir l'exploit d'atteindre la seconde ligne. Quand on voit vraiment les conditions, on est étonné qu'ils aient réussi cet exploit. Mais avec un coup très lourd, bataille de Bullecourt, c'est 3000 pertes. Donc blessés, morts, disparus. Seconde bataille de Bullecourt, c'est 7000 pertes. Donc on l'a dit tout à l'heure aussi, 10 000 pertes au total. C'est pour ça que Bullecourt, c'est un nom qui résonne dans la mémoire des Australiens. Et c'est pour ça qu'autant de personnes viennent fréquenter du coup la ville et en l'occurrence le musée. Il y a un fort devoir de mémoire de la part des Australiens. Oui, il y a une mémoire très très présente, très très forte chez les anglo-saxons, et ils font ce véritable pèlerinage de venir sur les sites où ont évolué leur arrière-grand-père, arrière-grand-oncle. Souvent ils viennent même, si malheureusement le soldat a été tué, ils viennent 100 ans jour pour jour voir la tombe et rencontrer ces anciens champs de bataille. Et c'est très très... émotionnellement parlant, c'est très très fort de les rencontrer, de discuter avec ces personnes, de se rendre compte qu'ils essayent de comprendre, de vivre l'expérience qu'ont vécu avec ce qui reste ici, et ce qu'ont vécu leurs ancêtres. D'accord. Alors je me tourne vers toi, Gérard. Oui, bonsoir Valentin. Donc Gérard, tu travailles à la communauté de communes et tu t'occupes de pas mal de choses, et notamment du développement économique et du tourisme. Tu as visiblement un événement à nous présenter. Oui. Alors moi je vais vous parler de la Grande Veillée. Alors pour vous parler de la Grande Veillée, je vais qui est dans la continuité des commémorations de la Grande Guerre. Absolument. Ça va être effectivement, on va dire, le point final des célébrations. Donc je vais la replacer dans le contexte, dans la continuité des propos de Pascal Janotti, qui vous expliquait tout à l'heure que l'office de tourisme n'est plus au niveau de BAPOM, mais maintenant c'est un bureau d'information touristique.
au sein de la société publique locale tourisme Arras Pays d'Artois. Et effectivement, donc, il a été décidé que cette action serait la première action portée par la SPL. Alors, c'est vrai que ce n'est pas à proprement parler une opération, enfin une action touristique, mais bon, qui rayonne, j'allais dire, sur le territoire. Donc, la SPL se compose des territoires voisins, donc il y a la CUA, il y a les communautés de communes, donc aux Artistes-Marquion, les campagnes de l'Artois et nous-mêmes. Alors, il faut savoir que nous avons une forte représentation de cimetières sur l'ensemble de ces territoires, puisque ça représente 260 cimetières. Il y a 200 000 inhumations, 120 000 stèles ou croix sur l'ensemble de ces territoires. Et rien que pour notre territoire, nous avons 36 000 sépultures et 32 000 croix ou stèles. Voilà. Donc, cette action a été souhaitée pour, j'allais dire, rendre hommage à ceux qui, malheureusement, n'ont pas eu la chance d'entendre les cloches de l'armistice du 11 novembre. Alors, comment cette action va-t-elle se matérialiser? Donc, il y aura des temps forts. Le point de départ va être donné au niveau du mémorial de la fraternité, Neuville-Saint-Va. Donc, ça va être un moment international et qui sera relayé ensuite sur les territoires par, j'allais dire, une symbolique autour de la lumière. Donc, nos communes ont été sollicitées pour savoir effectivement si elles pouvaient participer avec ses habitants, ces jeunes générations, pour monter donc un événement sur les cimetières qui peuvent être présents sur leur territoire. Donc, on a procédé avec la SPL à une commande de bougies. C'est-à-dire que chacune des communes a fait remonter un nombre souhaité de bougies, c'était tout à fait libre. L'idée, c'était bien entendu que le maximum de communes puissent participer. Et c'est effectivement, on a eu un retour très, très fort sur notre territoire, puisque toutes les communes ont répondu présent. Et aujourd'hui, ça représente un total de 5000 bougies, rien que sur notre territoire. D'accord, donc ils vont être allumés lors du 10 novembre. Alors, elles vont être allumées très précisément le 10 novembre à 17h15. D'accord. Et pourquoi 17h15 ? Tout simplement parce que c'est l'heure du coucher du soleil le 10 novembre 1918. D'accord. C'est l'heure du coucher du soleil. À côté de cet événement bougie, il y aura également donc un ballon lumineux qui va être positionné sur, j'allais dire, un site qui a été choisi lors de la conférence des maires du territoire. Et le site choisit la butte de Warlencourt. Alors, la butte de Warlencourt, c'est un événement majeur au niveau de la bataille de la Somme. On l'appelle un peu le Verdun des Britanniques, puisqu'il y a eu énormément de pertes. Et l'ensemble des nationalités qui ont pris part au premier conflit mondial sont représentées. Voilà. Alors, ça va se matérialiser par la montée dans les cieux d'un ballon. Et ce ballon aura une symbolique, puisqu'il reprendra les 3 fleurs de la mémoire. Donc le coquelicot, ce qu'on appelle le poppy pour les anglo-saxons. Vous aurez également le bleuet, bien entendu, pour les Français. Et puis vous avez donc le myosotis alpin pour les combattants allemands. Voilà. D'accord. Donc cette symbolique de la lumière, bien entendu, destinée à rendre hommage un petit peu à l'ensemble de nos soldats morts au combat. D'accord. Voilà. Très bien. Un point d'orgue, puisque voilà, un point d'orgue, c'est le lendemain, le 11 novembre. Il a été décidé qu'il y aurait donc l'ensemble des cloches du territoire qui sonneraient donc à 11h. Donc le lendemain, le 11 novembre à 11h. D'accord. Voilà, c'est un très bel événement.